Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Late & Smart, le talk du soir de Bismart consacré à l'actualité économique du jour. Au sommaire de cette émission, est-ce la fin du patron tout puissant? On l'a vu avec Danone par exemple, les grands groupes français réorganisent depuis plusieurs mois leur administration. Et à l'occasion de la prise de fonction du nouveau directeur général d'Amazon à la place de Jeff Bezos, nous voulions demander à nos invités l'intérêt et les raisons de tels remaniements. Également ce soir, la pénurie de travailleurs pèsera-t-elle sur la reprise? Les chefs d'entreprise tirent la sonnette d'alarme sur le manque de main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie, le secteur des services. Nous demanderons aussi à nos invités comment ils expliquent cette pénurie et surtout quelle importance elle aura sur le rebond économique. Enfin, le risque d'une 4e vague dès la fin du mois. Ce sont les mots du ministre de la Santé qui ont jeté un froid, on peut le dire, ce week-end. Réouverture des commerces, campagne de vaccination qui s'essouffle, un variant Delta qui progresse. Nous essaierons tout à l'heure de nous projeter, d'anticiper l'impact que cette vague, plus soudaine que prévue, pourrait avoir sur l'économie du pays. Ils sont deux à nous accompagner ce soir. Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Et Bruno Grandjean, président du directeur de Redex, est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. On commence, comme chaque soir, cette émission avec l'apéritif du jour. Comme chaque soir, en préambule à nos débats, zoom sur un sujet d'actualité qui a retenu notre attention. Aujourd'hui, une question soulevée, regardée par le président de Renault dans une interview qu'il donne à l'Express. La crise a-t-elle mis fin au patron tout-puissant? Et de quelle manière cette crise a-t-elle modifié les rôles au sein des organisations? Des questions que nous voulions poser aussi à l'occasion de la prise de fonction officielle d'Andy Jassy à la tête d'Amazon. Jeff Bezos, on le sait, reste lui président du conseil d'administration. De quelle manière, Flavien Neuvy, cette crise a-t-elle impulsé, selon vous, la réorganisation de nombreux grands groupes? On l'a vu chez Danone par exemple, mais d'autres aussi l'ont fait. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Je pense sincèrement que cette crise, elle aura eu de multiples conséquences, plutôt d'ailleurs des accélérations de tendance qu'on observait avant le début de la crise dans plein de domaines. Oui, parce que Danone n'ont pas attendu la crise sanitaire. Voilà. Mais il y a eu des accélérations de tendance, puis il peut y avoir aussi des ruptures. Je pense que notamment dans l'organisation du travail, on aura de vraies ruptures. Il y aura bien un avant et un après-crise. On pense évidemment au télétravail. Je crois que fondamentalement, dans le télétravail, ce qui a changé avec cette crise, c'est que les dirigeants eux-mêmes ont été obligés de télétravailler. Ce qui n'était pas le cas avant. Alors, il y avait peut-être du télétravail dans leurs entreprises, à minima, dans certaines entreprises, les grandes en tout cas, mais eux aussi ont été obligés de travailler à la maison. Ils se sont rendus compte finalement que ça n'avait pas que des inconvénients, que ça présentait un certain nombre d'avantages. Et je pense vraiment qu'il y aura bien un avant et un après-crise pour le télétravail. Pour le reste, on peut quand même dire que les entreprises, et donc les dirigeants d'entreprises, sont dans un contexte où il y a quand même une pression sociétale de plus en plus forte sur le rôle des entreprises. Bien sûr, elles sont là pour servir leurs clients, pour dégager du résultat, de la valeur ajoutée, pour rémunérer l'actionnaire, mais il n'y a pas que ça. Les entreprises ont aussi un rôle social, social, environnemental. Oui, absolument. C'est la pression à la fois des consommateurs, qui ont des exigences nouvelles vis-à-vis des entreprises, mais aussi, et ça je crois que c'est très nouveau, et je pense qu'avec la crise ça s'accélère, une pression de l'intérieur, des salariés qui sont aussi des citoyens, des consommateurs, et qui attendent de leur employeur qu'ils soient exemplaires pour avoir la fierté d'appartenance au sein des entreprises. Donc on peut dire qu'effectivement, il se passe plein de choses dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Bruno Grandjean, vous êtes d'accord avec ça? Le rôle de l'entreprise a changé? Oui, le rôle de l'entreprise a changé, mais ce qui a changé aussi, je crois que c'est un petit peu la fin de l'autorité. Le patron de droit divin, c'est des choses qui ne marchent plus. On le voit en politique. D'ailleurs, on remet en cause les hiérarchies dans beaucoup de domaines. Et c'est pas étonnant que Jean-Dominique Sénard, qui est un patron humaniste, qui est quelqu'un qui porte des valeurs, qui les a démontrées chez Michelin notamment, incite à la réflexion sur le rôle de l'entreprise et sur le rôle des dirigeants aussi. Et la crise, je crois, a révélé des talents cachés. Parfois, ça a été un stress test pour les organisations. Et donc, il y a une remise en cause des hiérarchies anciennes à travers cette crise et un besoin de collectif. Et c'est pas plus mal. Pour revenir sur ce que vous disiez, comment qualifieriez-vous le système dans lequel on était, peut-être ce système de gouvernance pré-crise sanitaire? Alors, on le voit avec Jeff Bezos. Quelque chose de très vertical. Oui, il y a une verticalité, mais qui est attendue aussi dans certaines entreprises. Et il faut savoir que je pense qu'il y a des cycles dans la vie d'une entreprise. Et une entreprise qui se crée a besoin d'un
patron charismatique, d'un leader, d'un visionnaire. Une entreprise plus mature va rechercher des compétences capables de faire du collectif. Donc je pense qu'il y a aussi ça. Mais il est clair qu'avec la crise, aujourd'hui, il y a une attente véritablement d'entreprises qui aient des valeurs qui soient au-delà de celles traditionnelles du capitalisme. Il y a une véritable attente des salariés, des clients, des fournisseurs, de toutes les parties prenantes. Donc c'est un changement de modèle qui arrive aujourd'hui, même si je suis toujours un petit peu inquiet aussi que l'entreprise devienne morale. C'est pas son rôle. Son rôle, c'est de gagner de l'argent, il faut le dire, et il faut pas perdre de vue. Il y a parfois un petit peu d'hypocrisie ou de marketing derrière certaines prises de position. Flavien Neuvy, vers quoi faut-il aller alors maintenant? Vers plus donc d'horizontalité, si j'ai bien compris, et prendre de plus en plus en compte ces enjeux sociaux, environnementaux, faire plus confiance à ses collaborateurs? Vers quoi on va? J'ai envie de dire que ça dépend bien sûr de la taille des entreprises, parce que c'est quand même difficile de comparer une multinationale avec plusieurs milliers ou dizaines de milliers de salariés avec une PME qui compte quelques dizaines de collaborateurs. Donc je crois qu'évidemment les choses sont très différentes en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction aussi de leur secteur d'activité. Je crois plus fondamentalement qu'à moyen long terme, les entreprises de toute façon n'auront pas le choix, elles devront prendre ce virage de plus de responsabilité sociale et environnementale, parce que de toute façon à terme, si elles ne le font pas, elles perdront des clients. Elles perdront des parts de marché, parce qu'on a des clients, des consommateurs qui deviennent, on avait fait une étude à l'Observatoire 7LM il y a 2 ans, qu'on avait intitulé le consommateur activiste. En fait, ce qu'on voulait montrer, c'est que les consommateurs, bien sûr, ont envie de mieux consommer, plus responsables, plus protecteurs de l'environnement, mais ils ne s'arrêtent plus à eux. C'est-à-dire qu'ils vont aller voir ce que font les autres. Alors ça concerne le domaine familial, où on va s'intéresser à ce que font les autres, mais aussi dans l'entreprise. Est-ce que tu prends des gobelets en plastique pour boire ton café, tu es complètement irresponsable. Et donc on voit bien que ce consommateur activiste qui va se mêler un peu de la consommation des autres met une pression plus forte sur les entreprises, et que donc elles doivent de toute façon l'intégrer à la fois dans leur business model, dans leur organisation, parce que si elles ne le font pas, je pense qu'elles perdront des parts de marché à terme. Vous qui connaissez bien le secteur de l'automobile, est-ce qu'on peut dire que Renault est un exemple sur ce type de nouveau management? Bruno Grandjean le disait, c'est ce qu'il avait fait chez Michelin. Est-ce qu'on peut dire que Renault aujourd'hui fait partie des exemples sur ce type de nouvelles organisations? C'est difficile pour moi de porter un jugement sur Renault, parce que Jean-Dominique Sénard n'est pas aux commandes depuis très longtemps, et qu'on sait que pour changer en profondeur des organisations, il faut beaucoup de temps. Mais c'est vrai que quand on regarde ce qu'il a fait chez Michelin, on voit bien qu'il a changé en profondeur le modèle de management de l'entreprise, qu'effectivement il a fait passer un certain nombre de valeurs, mais à tous les niveaux de l'entreprise. Donc ça prend du temps, parce que ça passe aussi par les cadres intermédiaires. C'est pas que la direction générale, si vous voulez, elle peut donner une impulsion à la direction générale, mais derrière il faut que tout l'encadrement intermédiaire s'approprie cette façon de travailler, et voilà, et ça prend du temps. Donc il faut, je pense, encore laisser un petit peu de temps à Renault. Bruno Grandjean, qu'est-ce qui va changer justement dans cette organisation? On parle de cadre intermédiaire, ça remet quand même tout à plat sur les rôles. Oui, c'est clair. Sur les métiers. Il y a aujourd'hui un besoin de faire du collectif, d'impliquer les collaborateurs beaucoup plus qu'avant, mais il y a toujours une attente tout de même d'avoir à la tête de l'entreprise quelqu'un qui donne un cap, qui définit une vision, et ça, il ne faut pas le perdre. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel, c'est une attente des collaborateurs, des dirigeants peut-être moins impliqués dans le quotidien, mais qui ait toujours une longueur d'avance, qui se projette. Et donc ça, il ne faut pas le perdre, et trouver le bon réglage entre ce collectif, mais également ce leadership, c'est un des défis, je crois, pour les dirigeants actuellement. Il faut faire la distinction entre le patron tout-puissant, comme je le disais tout à l'heure en préambule de l'émission, et le patron qui est quand même là pour donner une direction claire à ses salariés, le patron à ses tout-puissant, collaborateurs. le patron d'ordre divin, ça ne marche plus. Ça, c'est clair, c'est un modèle du passé. Par contre, on ne demande pas un patron copain. On veut quelqu'un qui ait une vision et qui soit capable de l'exécuter. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je pense que c'est une attente des salariés. Il y a une forme d'autorité, mais qui ne vient plus du poste, qui vient de la compétence. Pour reprendre l'exemple d'Amazon, comment on peut analyser ce changement de direction, ce patron tout-puissant Jeff Bezos qui se fait remplacer aujourd'hui par Andy Jassy? Comment on peut analyser? Est-ce que ce remplacement est d'ordre symbolique, ou est-ce qu'il veut dire quand même quelque chose? Écoutez, on se souvient tous, je crois, de Steve Jobs, quelques semaines avant de mourir, qui parlait des véritables valeurs.
Et je crois que ce que montre Jeff Bezos, c'est que la véritable richesse, finalement, c'est le temps, c'est la capacité de s'impliquer dans des projets qui vous plaisent. Et quand on a réussi ce qu'il a su faire, pouvoir passer à autre chose, je crois que c'est une vraie richesse, c'est un vrai signe d'intelligence de savoir passer la main et de porter de nouveaux projets. Enfin, je le vois comme ça, comme une démarche humaine et quelque chose d'assez remarquable. Flavien Neuvy, comment on pourrait analyser ce départ, ce remplacement ? Oui, je pense que ce sont effectivement des choix de vie. Peut-être à un moment donné, vous savez, j'imagine la charge comme étant extrêmement lourde. Voilà, et puis un parcours. Une entreprise qui pèse plusieurs centaines de milliards de dollars. C'est quand même incroyable. Et donc peut-être une forme d'aboutissement pour lui et le sentiment qu'il était temps de passer la main. En même temps, je ne pense pas qu'il abandonne complètement Amazon. Voilà, donc il va rester très attentif au choix que fera son successeur. Merci à tous les deux. Vous restez bien sûr avec nous. On passe tout de suite à notre premier débat. On parle d'emploi dans Light & Smart. Notre premier débat ce soir sera consacré à l'inquiétude des chefs d'entreprise français sur le manque de main-d'œuvre. Ce week-end, à l'occasion des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, ils sont nombreux à avoir mis en avant des problèmes persistants sur le marché du travail. En premier lieu, la pénurie de travailleurs qualifiés, amplifiée, disent-ils, par la crise sanitaire. Près de la moitié des entreprises du bâtiment, 41% des entreprises du secteur des services et un quart des firmes industrielles peinent à recruter des travailleurs, selon la dernière enquête de la Banque de France. Est-ce que ce manque de main-d'œuvre peut véritablement stopper le rebond, Flavien Neuvy ? Le stopper, non, mais le ralentir, oui, sans aucun doute. Parce que vous avez des secteurs de notre économie qui sont vraiment en pénurie de main-d'œuvre. C'était déjà vrai avant la crise. Enfin, on avait une activité qui avait plutôt tendance à bien se tenir, un chômage qui était orienté à la baisse, et on voyait déjà des tensions apparaître dans certains secteurs. Mais c'est vrai qu'avec cette crise, en sortie de crise, au moment où on a un rebond économique qui est plus fort qu'anticipé initialement, avec une croissance qui est attendue aujourd'hui à 6% pour 2021, on voit qu'il y a des secteurs qui n'arrivent pas à pourvoir les postes disponibles. Et évidemment, quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous avez de la production à sortir, en quelque sorte, il vous faut des bras pour le faire. Et si vous n'avez pas les bras, vous ne pouvez pas augmenter vos capacités de production. Donc, la stopper, non. La croissance, la ralentir, oui, certainement. Après, la vraie question, c'est de savoir comment on sort de ça, mais c'est un sujet qui est éminemment compliqué parce qu'encore une fois, c'est multifactoriel à mon avis. Le véritable enjeu, c'est que tout le monde comprenne bien que il y a des postes à pourvoir, qu'il y a du travail en France et qu'il faut être capable de pouvoir harmoniser ou mettre en face l'offre et la demande. Et pour l'instant, on n'y est pas. Je poserai la question au chef d'entreprise Bruno Grandjean, mais les chefs d'entreprise semblent plus inquiets que les économistes par cette pénurie des travailleurs. Pourquoi ? Comment l'expliquer ? Vous le disiez, l'INSEE table sur 6% de croissance à la fin de l'année. Les économistes sont donc moins inquiets par cette pénurie que les chefs d'entreprise. C'est ce qu'ils ont dit, en tout cas, eux, ce week-end, et paraissaient très inquiets. Je crois que dans certains secteurs, effectivement, il y a de grosses inquiétudes. Enfin, si on parle de la logistique, du transport, par exemple, c'est un exemple qui est... Vous avez parlé du BTP, mais si on prend la logistique, le transport, le nombre de chauffeurs routiers qui manquent, c'est hallucinant en fait. C'est tout à fait considérable, avec des salaires qui sont plutôt orientés à la hausse. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des rémunérations qui ont tendance à augmenter. Parce qu'évidemment, comme il n'y a pas beaucoup de monde, le chef d'entreprise, il propose des salaires supérieurs et il essaye même de piquer les chauffeurs à la concurrence. Donc on est dans cette dynamique-là. C'est difficile de l'intégrer, de le modéliser, ça. C'est-à-dire de savoir exactement cette pénurie de main-d'œuvre, par combien de PIB en moins, enfin, manque à gagner, ça se traduit à la fin. Ce qu'on sait, c'est que malgré ces problèmes, de toute façon, on aura une croissance qui sera forte cette année, parce que le rebond est là, que la consommation, elle fonctionne bien, et que les entreprises sont quand même en train, petit à petit, de réinvestir. Donc, on reste optimiste, mais il faut effectivement être vigilant sur ce point. Bruno Grandjean, vous faites partie des chefs d'entreprise qui sont inquiets par cette pénurie de travailleurs ? Oui, c'est d'autant plus paradoxal qu'avec le chômage partiel, on avait gardé les équipes, on était prêt au redémarrage, mais on n'a pas vu venir un redémarrage aussi fort. C'est absolument impressionnant. Et c'est vrai que la politique de recrutement, elle doit se faire dans le long terme, sur le long terme, notamment dans l'industrie, où on cherche des personnes très qualifiées. Et une des clés, c'est sans doute de changer l'image de l'industrie. Moi, je pense qu'on subit toujours ce problème d'avoir une très mauvaise image qui fait que les jeunes ne viennent pas dans les filières professionnelles et derrière, on a des difficultés de recrutement qui sont déjà anciennes, mais qui sont assez préoccupantes et que beaucoup de chefs d'entreprise essayent de régler par de l'automatisation. Aujourd'hui, on voit énormément d'investissements dans l'industrie parce que face à cette pénurie de main-d'œuvre, la seule solution court terme,
eh bien, c'est d'automatiser, de robotiser. Ce n'est plus le robot qui remplace le travailleur, c'est le robot qui prend la place du travailleur parce que le travailleur n'est pas là. Ou qui permet d'accroître la productivité avec une équipe, avec une masse salariale constante. Et donc ça, c'est une tendance très lourde dans l'industrie parce qu'on a presque renoncé à attirer les jeunes, je dirais. C'est vraiment un problème de fond qu'il va falloir traiter parce que même en automatisant, il faut évidemment conserver des équipes minimum et on n'est même plus capable aujourd'hui de renouveler les générations partantes. On va en parler des solutions, mais Flavien Neuvy le disait, la crise seule ne peut pas expliquer, Bruno Grandjean, tous ces secteurs touchés aujourd'hui par la pénurie de travailleurs. C'était bien avant ? Alors il y a sans doute, on pourrait se lancer sur le sujet de la revalorisation de la valeur travail, on va dire. Peut-être beaucoup de personnes qui ne font pas le choix de rentrer ou de se reconvertir pour aller vers les nouveaux secteurs, ceux qui embauchent. Mais c'est peut-être également un effet ponctuel. On se demande si c'est quelque chose de structurel ou si c'est quelque chose pour quelques mois. Parce qu'avec des menaces de reprise de l'épidémie, on peut aussi se poser la question si on ne va pas vivre comme ça un stop-and-go permanent, très difficile à ajuster pour les chefs d'entreprise. Est-ce qu'il faut attendre la rentrée, le retour des salariés, vous en parliez, en chômage partiel, les retours de ces salariés qui sont pour l'instant en chômage partiel sur le marché du travail pour s'inquiéter de cette pénurie? Pour l'instant, il est peut-être encore un peu trop tôt. Non, c'est un vrai sujet. Hein. Et dans beaucoup de secteurs, l'industrie, parler de la logistique, du BTP, il y a vraiment beaucoup de secteurs qui sont aujourd'hui en manque de main-d'œuvre. Et quand vous n'avez pas assez de personnes pour effectuer le travail qui est attendu, vous avez un carnet de commandes, soit que vous arrêtez de garnir, vous dites stop, je ne peux plus prendre de nouvelles commandes, soit vous avez des délais d'exécution des chantiers ou du travail qui s'allongent. Et avec à la clé des conséquences financières pour les entreprises. Parce que si vous ne respectez pas les délais, ça a des impacts financiers. Donc, il ne faut pas le sous-estimer. Il y a aussi un phénomène qu'on a du mal à quantifier. Je reste prudent parce que c'est très nouveau et voilà, il faut prendre un peu le temps, il faut un peu plus de recul pour voir si c'est un phénomène très marginal ou un peu plus important. C'est qu'avec la crise, on a aussi des collaborateurs dans les entreprises qui, du jour au lendemain, se disent « je change de vie ». Et qu'effectivement, le quoi qu'il en coûte a eu le mérite de préserver l'appareil productif, les entreprises, les salariés en chômage partiel, donc prêts à redémarrer dès que l'économie repart, ce qui est le cas. Mais les salariés n'avaient peut-être pas envie de refaire le travail qu'ils avaient fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui changent complètement de vie. Et quelquefois, c'est même un sur les deux. Et du coup, il y a des couples aussi qui explosent, si je puis dire. Donc voilà, il y a ce phénomène-là. Encore une fois, je le pondère un peu parce qu'il est difficile à quantifier, mais j'ai rencontré de nombreux chefs d'entreprise qui m'ont expliqué, qui ont témoigné, qui m'ont dit, mais j'ai des collaborateurs très importants, à des niveaux importants de l'entreprise, qui du jour au lendemain arrivent en disant, non, écoute, je change de vie, je pars au fin fond de je sais pas où, et puis je vais planter des tomates. Mais je caricature à peine, en fait. Et donc, il y a aussi ce phénomène-là avec des personnes à forte responsabilité, avec de grandes compétences, qui changent de vie ou qui changent complètement de secteur. Et donc, tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, c'est quand même un sujet à surveiller de près. Flavien Neuvy, c'est quoi? On peut dire aussi qu'il y a le télétravail, pas que le chômage partiel. Des gens qui sont restés au chômage pendant un an, on peut imaginer en effet qu'ils aient envie de changer de métier. Il y a aussi le télétravail, donc de rester chez soi pendant 6 mois, ça va, mais après peut-être qu'on en a marre et qu'on a envie de faire autre chose. C'est ça, c'est ce que vous dites, c'est cette accumulation de choses qui fait qu'on a beaucoup de travailleurs aujourd'hui qui ont disparu. Oui, et puis on a vécu un truc tellement incroyable quand même, qui a bouleversé nos vies pendant de nombreux mois. C'est pas sans conséquence pour beaucoup de personnes. Il y en a qui, effectivement, ont bien eu un avant et un après crise sanitaire. Voilà, alors aujourd'hui, l'enjeu, c'est effectivement de savoir comment on peut répondre à tout ça. Comme vous le disiez à l'instant, ce sont des choses qui malheureusement, qui en tout cas se traitent dans la durée. Ça peut pas être du one shot, c'est pas du ponctuel, c'est pas tiens, on a un problème de compétences dans ce pays, allez, on lance un plan d'action, dans 3 mois c'est réglé. Non, les formations sont longues, ça prend du temps, donc c'est un vrai problème durable de notre économie, de notre pays. J'espère, c'est un vœu qu'on peut formuler, que dans le débat présidentiel, la question notamment de la formation professionnelle, dont on parle régulièrement, mais quelquefois avec des réponses très partielles, que la formation professionnelle, effectivement, que l'attractivité de certains secteurs comme l'industrie, mais pas seulement l'industrie, sera au cœur du débat présidentiel, parce que je crois que c'est majeur pour l'avenir de notre pays. C'est ce qu'a dit Bruno Le Maire, redoubler d'efforts et d'investissements sur la formation des salariés, comme le propose le ministre et le gouvernement, le mettre au cœur en tout cas des enjeux aussi de la campagne présidentielle de 2022. C'est ça, le gouvernement doit se concentrer aujourd'hui sur la formation professionnelle. C'est la qualité de la formation, et la France a décroché dans tous les classements internationaux, et je le vois dans nos métiers, on a besoin de personnes qui aient des bases
qui ait des bases solides pour communiquer, pour traiter des problèmes technologiques. Et c'est de plus en plus difficile aujourd'hui. Donc c'est quelque chose à prendre très tôt. Là, on n'est même plus dans la formation des salariés, on est sur la formation. On peut se demander s'il n'y a pas la conjonction d'un numérique mal vécu qui fait que parfois on délaisse des compétences traditionnelles, qu'il y a aussi l'effet du quoi qu'il en coûte, qui fait qu'aujourd'hui l'argent magique, pourquoi travailler finalement ? Pourquoi travailler puisqu'il y a des substituts ou il y a des solutions. Donc une perte de repères est quelque chose à reconstruire. Je vais jouer un petit peu les vieux schnocks, mais une forme de retour à la valeur travail, à l'importance de travailler, de réussir des études dans des secteurs avec des débouchés, et puis pour les chefs d'entreprise, donner des perspectives du long terme à 5, 10, 15 ans, expliquer les métiers de demain, et ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien fait par nos organisations professionnelles. Flavien Neuvy, de quel type de formation on parle quand on parle de formation professionnelle ? Est-ce qu'on parle, en effet, Bruno Grandjean a l'air de dire qu'on parle même des études, peut-être qu'on n'est pas assez bien formé dès le plus jeune âge. Ensuite, il y a la formation professionnelle. De quel type de formation parle-t-on là quand on dit qu'il faut trouver des solutions ? Moi, je pense vraiment qu'on a un sujet dans le début des études supérieures. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup, par exemple, aux vertus de l'alternance. Quand les jeunes viennent en entreprise, vous savez, ils font une partie de leur temps à l'école, partie théorique, partie pratique dans l'entreprise. Ça permet aux entreprises, effectivement, de pouvoir former concrètement. Et puis, il y a une formation théorique. Je pense vraiment, et on voit bien d'ailleurs à la sortie des écoles d'ingénieurs en alternance, ils trouvent tout de suite du travail. Souvent, ils restent d'ailleurs dans l'entreprise qui a investi sur la formation de ces jeunes-là. Donc, je crois beaucoup à ces vertus-là. Je crois effectivement qu'il faut se poser quand même la question de certaines filières, de certaines formations, de certains diplômes sur lesquels il y a beaucoup d'étudiants qui à la fin se retrouvent avec un bac plus 5 pour lequel ils ont fait beaucoup d'efforts et très peu de débouchés. Sans débouchés, et qui se retrouvent donc à accepter un travail pas très bien rémunérés, en tout cas pas à la hauteur de leurs attentes initiales, ce qui génère de la frustration, de la rancœur. C'est vraiment, il faut être vigilant à ça. Alors je sais que dès qu'on commence à évoquer ces sujets, ça devient tout de suite très, très touchy, si je puis dire, mais il faut vraiment se poser la question. On ne peut pas accepter de voir des jeunes sortir avec des bacs plus 5 dans une impasse, sans déboucher à la sortie. C'est pas possible. C'est destructeur pour eux, c'est destructeur pour notre pays. Donc c'est une réflexion générale qu'il faut avoir. Après, n'oublions pas quand même qu'on a malgré tout de très très bonnes écoles, qu'on a des jeunes ingénieurs qui sortent, mais pas seulement, qui sont hautement qualifiés. Tout l'enjeu, effectivement, c'est de pouvoir adapter la formation aux besoins réels de notre économie. Un dernier point peut-être, un point en plus, du côté des entreprises, je pense aussi qu'il y a effectivement cette question, vous le disiez tout à l'heure, très justement, de l'image que renvoient certains secteurs. Il faut être attractif, il faut donner envie aux jeunes de venir. Vous parliez de l'industrie automobile aujourd'hui, vous avez certaines formations qui se creusent la tête en se disant, mais comment peut-on donner envie à un jeune aujourd'hui de travailler dans la voiture, alors que la voiture est stigmatisée en permanence. Donc c'est un sujet. Donc là, ce ne serait pas le rôle de l'État, mais plutôt du privé. C'est tout le monde. Ouais, je pense que c'est tout le monde. C'est l'État, les pouvoirs publics, les entreprises, les écoles. Tout le monde doit se poser la question de comment on donne envie à des jeunes de venir travailler dans un secteur comme celui-là, un secteur industriel très important pour notre pays. Et puis après, dans certains autres secteurs, on peut aussi dire aux chefs d'entreprise qu'ils ont une responsabilité pour bien rémunérer aussi leurs équipes, pour faire, si on prend l'exemple de la restauration, il y avait certaines pratiques, il doit toujours y en avoir aujourd'hui, qui n'étaient pas acceptables sur le plan des ressources humaines. Ça. Et donc après, il ne faut pas s'étonner que les jeunes disent, si c'est pour être payé à minima, faire je ne sais pas combien d'heures, et puis tout le reste, être payé sans être déclaré, ils disent non, c'est pas possible. Donc je crois que ça doit tirer tout le monde vers le haut, mais c'est un chantier qui est immense et qui concerne tout le monde, les pouvoirs publics, les entreprises, les écoles. Voilà, c'est un travail collectif majeur pour l'avenir de la France. Bruno Grandjean, pour réagir à ce que dit Flavien Neuvy, en effet, en tant que chef d'entreprise, on a également une responsabilité, il n'y a pas que l'État. Comment l'entreprise peut inciter peut-être ces jeunes travailleurs ? Écoutez, les entreprises, à travers leurs organisations professionnelles, peuvent prendre des initiatives, anticiper, créer un certain nombre d'événements qui vont créer un imaginaire autour de leur métier. J'ai été un des créateurs de l'usine extraordinaire. On a refait une usine au cœur de Paris, au sein du Grand Palais. Et je crois qu'on a montré une image de l'industrie qui était totalement nouvelle pour beaucoup de jeunes qui voyaient ça toujours comme
finalement germinal. C'était toujours ou les temps modernes de Chaplin. Ils ont vu qu'il y avait travail du de numérique l'ouvrier. partout. Il y avait du numérique partout dans l'industrie. La pénibilité a beaucoup baissé. Elle n'est plus dans l'industrie aujourd'hui. Et ce sont des métiers passionnants où l'on crée, où l'on peut véritablement s'épanouir. Et donc, il faut qu'on continue à faire ce travail d'anticipation aussi, arrêter le stop and go où finalement, selon les crises, on va arrêter certaines actions. Il faut vraiment s'inscrire dans la durée. Et puis, je pense s'inspirer des modèles qui réussissent, et je pense notamment à la Suisse, voire l'Allemagne. Quand vous voyez des très grands patrons qui ont commencé en tant qu'apprentis, eh bien, justement, on montre que l'apprentissage est une voie d'excellence. En France, on a quand même un petit problème avec ce niveau-là. On parle tous de l'intelligence de la main et de la créativité de l'artisan, mais en pratique, un certain nombre de postes sont réservés avec des accès qui sont limités par le biais de concours ou par des différents filtres. Et donc là, il y a une vraie réflexion sur une échelle de valeur à construire et montrer qu'on peut démarrer apprenti et devenir président, pourquoi pas un jour, de Renault, par exemple, on en parlait. Là, c'est un système de valeur à construire. Ça existe en Suisse, qui est un des modèles. C'est une des grandes réussites de l'économie suisse. C'est la qualité de la formation et les passerelles qui permettent de démarrer au plus bas niveau, mais de gravir tous les échelons. Donc il faut s'inspirer de ce qui réussit, notamment en Suisse et en Allemagne. Flavien Nevy, même en misant sur la formation, combien de temps peut durer ce décalage entre offre et demande? Parce que voilà, les gaps ne vont pas se remplir tout de suite. Ouais. C'est un travail de plusieurs années, parce que c'est vraiment un travail en profondeur, parce que ça vous comprenez, faire bouger les lignes quand on est du côté de la formation professionnelle, quand on est du côté de l'éducation nationale, quand on est du côté des entreprises, de l'État, etc., c'est très compliqué. On a un problème en France, c'est que enfin plusieurs problèmes, c'est que en plus on a quand même je vais pas dire une instabilité politique si vous voulez, mais comme c'est du travail sur du temps long, les ministres de l'éducation, les ministres, alors là on a un ministre de l'économie qui est là depuis 2017, mais on voit bien que ce sont des actions qui doivent s'inscrire dans la durée, qu'il doit y avoir une forme de continuité. Et le problème c'est que bah oui, les politiques elles changent en gros tous les 5 ans, il se passe quelque chose qui fait qu'on revient en arrière ou on change les règles du jeu. On a une instabilité si vous voulez qui est nuisible sur ces choses-là parce que c'est le temps long qui est important. Voilà, donc c'est plusieurs années pour répondre à votre question. Bruno Grandjean. Oui, juste une anecdote. Je crois que Jean-Michel Blanquer explique qu'à son arrivée au ministère de l'Éducation, les directeurs de collège avaient une notation et notamment leur objectif était d'envoyer un maximum de jeunes vers les formations théoriques et les formations professionnelles. S'ils avaient plus qu'un certain pourcentage, ils voyaient leur notation baisser. C'est-à-dire que c'était vraiment un système qui oriente vers des formations théoriques au détriment des formations pratiques. Et ça, c'est une erreur grave, je crois. On se souvient tous de Bérégovoy, Premier ministre, qui avait commencé ouvrier, de Monory. Il faut revaloriser ces carrières qui ont démarré en bas de l'échelle et qui ont gravi tous les échelons. Il est anormal qu'en France, un concours que vous passez à 20 ans vous détermine, ou à 18 ans, détermine toute votre carrière. Et que ce soit un filtre qui empêche d'accéder à certaines fonctions. Un jour, un président de Renault issu de l'apprentissage, ça revaloriserait les formations et ça orienterait les jeunes vers ce type d'emploi. Donc il faut vraiment casser un système de valeurs, revoir notre système de valeurs. Et ça, c'est quelque chose de culturel et de très profond et de très difficile à réaliser. Oui, c'est la culture du diplôme. Hein. Et après, les grandes écoles, les réseaux derrière, des grandes écoles qui se cooptent, parce que tout le monde se connaît quand même dans ce milieu-là. Donc c'est un vrai problème. Quand vous passez un bac pro, quand vous allez après sur Parcoursup, vous n'avez quasiment que des réponses qui vous disent non éligible au bac pro, non éligible au bac pro. Donc si vous voulez, ça va pas. On peut pas dire d'un côté, il faut qu'on arrive à avoir une jeunesse, une génération qui soit capable de travailler, d'être opérationnelle, et en même temps fermer toutes les portes. C'est pas possible. Donc effectivement, il faut casser ce système-là. Ça prendra du temps, mais quand on regarde aujourd'hui les dirigeants des très grandes entreprises, c'est vrai que les profils sont quand même globalement très similaires les uns les autres. Hein. Ils sont tous très brillants. Mais... Oui, un exemple, je reviens à Renault, je fais un peu une fixation, mais Luciano Biondo, qui a été débauché de chez Toyota, première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit « Moi, je ne suis pas ingénieur, j'ai fait un BTS ». Et il a été débauché par Renault de Toyota pour aujourd'hui construire cette nouvelle usine qui porte les espoirs de Renault avec du véhicule électrique, avec des batteries. Donc c'est un exemple, ça peut marcher.
mais il faudrait beaucoup de Luciano Biondo dans l'industrie française. Puisque nous sommes dans les solutions, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on peut imaginer une réallocation d'une certaine main-d'œuvre entre différents secteurs d'activité? Je sais que certaines boîtes d'intérim le font, notamment Adecco. Est-ce que ça peut être une solution? Oui, mais c'est compliqué, si vous voulez, parce que oui, on peut l'imaginer, mais ça ne pourrait être qu'à la marge, parce que si vous cherchez quelqu'un dans les réseaux télécoms, par exemple, vous avez besoin de manœuvre de techniciens, d'ingénieurs dans les réseaux télécoms, vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est issu du BTP. Dans l'industrie automobile, les passerelles ne sont pas aussi faciles que ça. Quand on parle de l'industrie automobile, on voit bien que la fin programmée du moteur thermique pose un certain nombre de questions sur l'avenir d'emploi de certains sites qui fabriquent des pièces de moteur. On dit, on va les reconvertir. Mais d'accord, mais c'est pas si facile que ça. Vous n'êtes pas fabricant de pièces détachées pour moteurs de véhicules thermiques, vous ne passez pas à réseau et télécom. Ça marche pas comme ça. Donc, voilà, oui, mais à la marge, parce que c'est vraiment compliqué dans les faits, parce que les métiers sont très complexes en fait. Aujourd'hui, la technicité, le niveau de connaissance nécessaire pour exercer un certain nombre de métiers est tout à fait considérable. Bruno Grandjean, sur cette migration d'un secteur à un autre, c'est clair que ça prend une génération. Là, on voit détruire tout un modèle économique autour du véhicule thermique qui a été créé à la fin du 19e, début du 20e siècle, qui est un écosystème complet. Et je discutais avec le patron d'une usine de batterie, il disait aujourd'hui, il n'y a pas de grandes écoles qui forment à l'électrochimie, par exemple. On n'a pas adapté notre système de formation à cette révolution qu'est le véhicule électrique. Et on le voit avec Bosch à Rodez, qui fait des injecteurs pour le diesel. La reconversion est très compliquée. Très compliquée. Il faut laisser décroître certaines usines et puis recréer ex nihilo de nouvelles usines. Et avec le risque d'ailleurs que cette destruction créatrice, elle se traduise par beaucoup de destruction en Europe et en France notamment, et beaucoup de création ailleurs à travers le monde. Ça, c'est un vrai sujet de fond. D'ailleurs, nos usines de batterie sont des très beaux projets. Là, il y a des choses qui avancent, mais en quantité relativement restreinte. Et il faut savoir que ce sont essentiellement des usines sous licence coréenne ou chinoise, donc avec des technologies importées, ce qui est un changement majeur, puisque généralement, c'est l'Europe qui exportait ses licences et ses savoir-faire. Aujourd'hui, il y a un risque d'usine tournevis qui les remplace, ou rien du tout d'ailleurs, et donc là, il y a un vrai tsunami potentiel pour l'industrie française. Et je ne suis pas sûr, juste en 2 secondes, je ne suis pas sûr du tout que les pouvoirs publics français, mais au niveau européen, c'est vrai également, puisque c'est l'Europe qui donne le ton en la matière, avec les réglementations à respecter, qui force donc les constructeurs à faire de l'électrique, ils les forcent, et vraiment mesurer les impacts à moyen long terme sur l'emploi dans l'industrie automobile. Je pense vraiment qu'il va y avoir beaucoup de destruction de postes, et quand on commencera à s'en rendre compte, il sera trop tard. Merci à tous les deux. On passe maintenant à notre deuxième débat de la soirée. La 4e vague de l'épidémie que certains attendaient pour la rentrée pourrait arriver plus tôt que prévu, peut-être même dès juillet, selon les dernières déclarations du ministre de la Santé. En cause, des commerces qui réouvrent, bien sûr, une campagne de vaccination qui s'essouffle et un variant Delta qui progresse. Quel impact pourrait avoir cette nouvelle vague sur la santé économique du pays? C'est la question que nous voulions poser à nos invités. Alors qu'on annonçait le rebond, la reprise, les dernières estimations de l'INSEE, on en parlait tout à l'heure, table même sur une croissance de 6% à la fin de l'année. Comment accueillez-vous cette déclaration du ministre de la Santé, Bruno Grandjean? C'est assez terrible parce qu'à la fois, il y a une capacité d'adaptation. Maintenant, on sait vivre avec le virus, mais en même temps, il y a un affaiblissement parce que ça fait tellement longtemps que ça dure et qu'on n'en sort pas réellement. Donc, difficile de savoir comment les choses vont se passer dans les mois qui viennent. Mais il y a une sorte d'optimisme qui est plus fort que le virus, visiblement, une volonté de vivre, de profiter. Donc, moi, je reste optimiste malgré tout sur la capacité de rebond de nos économies, malgré cette 4e vague potentielle. Et puis, on peut espérer que les vaccins soient de plus en plus efficaces. Sanofi a fait des annonces quand même intéressantes. Donc, voilà, comment manager en période d'incertitude. C'est vraiment ça pour les chefs d'entreprise aujourd'hui. Flavien Neuby, comme le disait Bruno Grandjean, on a appris des précédentes vagues. Voilà, la 4e vague ne sera pas la même que les trois précédentes. Non, mais c'est quand même l'aléa principal de notre croissance des prochains mois, parce que c'est éminemment incertain en fait tout ça. C'est-à-dire que c'est très difficile de faire des prévisions. On a vu à quel point depuis un an les plus grands spécialistes en la matière se sont trompés à de multiples reprises. Je pensais que c'était en économie qu'on pouvait se tromper régulièrement. Ben non, visiblement aussi quand on fait des prédictions ou des prévisions en matière de pandémie, c'est aléatoire. Et évidemment, les variants qui évoluent, qui par définition
sont imprévisibles, créent un aléa sur la croissance majeur, parce que dans le cas d'un variant très contagieux qui se propage et qui fait que le nombre de contaminations augmente de façon très importante, inévitablement, on assiste après à des restrictions. Et qui dit restrictions, même si ce ne sont pas les mêmes, même si ce n'est pas un confinement total, même si on a appris du passé, ça veut dire quand même moins de consommation, ça veut dire moins de croissance, tout simplement. Ça veut dire une économie qui tourne moins vite que s'il n'y avait pas de virus. Donc, il faut surveiller ça. En réalité, tout dépendra de notre capacité à vacciner, puisque c'est la seule solution et qu'on sait que les vaccins sont efficaces. On le voit bien même au Royaume-Uni où effectivement le variant Delta, puisqu'on l'appelle comme ça, se propage rapidement. On voit bien que les hospitalisations ne suivent pas le même rythme et que donc les cas sont moins graves. Et c'était ça aussi l'objectif de la vaccination, faire en sorte que ceux qui tombent malades fassent des formes bénignes de la maladie. Donc il faut vacciner. Les doses sont disponibles. On ne peut plus se réfugier maintenant derrière la pénurie de doses en disant on veut tous se faire vacciner mais il n'y a pas de vaccin. Les vaccins sont là, les créneaux sont disponibles, donc il faut se faire vacciner. Je crois que l'État a un rôle important à jouer en la matière. On voit bien qu'avec l'arrivée des vacances, l'envie de respirer, l'envie de revivre, l'envie de partir fait que il y a un certain nombre de Françaises et de Français qui, à mon avis, ont repoussé leur vaccination en septembre en disant on verra à la rentrée puisque le virus il circule moins qu'avant. Non, ceux-là, même sur leur lieu de vacances, ils peuvent aller se faire vacciner. Donc c'est vraiment l'enjeu numéro 1. Il faut que d'ici la fin de l'été, on ait réussi à vacciner un maximum de monde pour éviter justement que à l'automne, au moment où on a assisté l'année dernière à la reprise de l'épidémie, on ait plus de gens immunisés contre le vaccin. Vous parlez justement de rentrée, d'automne, d'été. Un mot sur le timing quand même. L'année dernière, l'été et les vacances des Français avaient plutôt été épargnés justement. La vague est plutôt arrivée à l'automne. De quelle manière une 4e vague en pleine saison estivale là, pourrait être catastrophique ou non pour l'économie française ? Il faudra voir les chiffres quotidiens, en fait, tous les chiffres du nombre de malades qui arrivent chaque jour, qui sont détectés chaque jour, en fait, qui sont dépistés chaque jour. Je crois quand même. Cette saison plus grave qu'une autre ? Je ne sais pas, on verra. C'est difficile de faire des. Moi, en plus, je ne suis pas médecin, donc je me garderai bien de faire des prévisions. Ce que je sais simplement, c'est qu'on a aussi appris de l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, effectivement, on a passé un été normal. On croyait qu'il n'y avait plus de maladie, en fait. On croyait que c'était terminé, qu'il n'y aurait jamais de deuxième vague. D'ailleurs, certains nous avaient dit que la deuxième vague n'existera jamais. Donc, on y avait tous cru un peu, parce qu'on avait envie d'y croire aussi. Effectivement, comme il y a eu des comportements à risque et moins d'attention collective sur les gestes barrières, on s'est retrouvé à la rentrée avec une épidémie qui a rebondi fortement dès fin septembre, en fait. Donc là, le sentiment que j'ai, c'est que le gouvernement veut éviter que le scénario de l'an dernier se reproduise avec un virus beaucoup plus contagieux et que donc, du coup, il tire déjà la sonnette d'alarme, alors qu'aujourd'hui, les chiffres restent sous contrôle. Mais ils ont raison de le faire parce qu'il faut attirer l'attention de tout le monde. On voit bien que, il y a des fêtes, les gens sortent, ils vont danser, ils se retrouvent et que, du coup, il y a une attention collective qui est moins forte et donc qui est propice à la circulation du virus, surtout si on a un virus qui est plus contagieux, ce qui est le cas avec le Delta. Bruno Grandjean, sur ce timing, cette saison estivale, évidemment, on est dans les prévisions, on ne sait pas encore quel impact aura cette 4e vague. Si même elle va arriver au mois de juillet, on ne le sait pas encore. Mais si elle arrivait, le timing n'est pas anodin. C'est quand même une période de l'année où les gens consomment, les gens partent en vacances, les gens sortent. Moi, je sais pas, c'est peut-être une vision un peu naïve, mais j'ai l'impression que les vacances sont plus fortes que le virus, surtout en France. Et qu'il serait impossible de reconfiner en juillet, août. C'est totalement impossible. Donc il faut pousser la vaccination. Je pense que j'ai du mal à comprendre que le BCG et ceux qui ont connu les derniers cas de polio savent comment c'était terrible. On a rendu obligatoire certains vaccins. Et là, on revient à cette crise de l'autorité. Aujourd'hui, ça semble pratiquement impossible de rendre à nouveau obligatoire un vaccin. Faut se poser quand même la question du bien commun, de l'intérêt général. Est-ce que les minorités peuvent prendre le pouvoir finalement ? On inverse un petit peu les choses et que les 10 ou 20% de Français qui ne veulent pas se faire vacciner puissent faire courir un risque aux 80% qui ont accepté le vaccin. Donc il y a un vrai débat sur la démocratie, sur l'efficacité. Et puis un dernier mot, moi j'ai l'impression que les marges de manœuvre financières sont réduites. Et d'un point de vue économique, si on avait à nouveau un confinement, on ne pourrait pas accompagner les entreprises, les salariés de la même façon.
façon. Les salariés n'ont pas vu de baisse de leur pouvoir d'achat. Les entreprises s'en sont plutôt bien sorties. Et donc là, on rentrerait dans un scénario un peu catastrophe. Au moment où on s'apprête à débrancher la perfusion. Exactement, c'est là qu'on en aura peut-être le plus besoin. Je ne suis pas sûr que les pays du Nord acceptent que la France continue d'avoir une trajectoire totalement divergente avec un endettement qui s'accroît sans fin. Donc il y a une vraie épée de Damoclès pour la rentrée sur le sujet sanitaire et économique. Pour revenir sur ce que vous disiez sur la vaccination, cette déclaration du ministre de la Santé, est-ce que ce ne serait pas aussi une manière de tenter d'accélérer la vaccination aussi, de faire peur un peu en disant bon, là, il faut peut-être accélérer. Aujourd'hui, on essaye d'inciter, on essaye de rendre inconfortable le fait de ne pas être vacciné. Bon, c'est sans doute une bonne stratégie, mais est-ce qu'il ne faut pas à un moment être un peu plus ferme et rendre obligatoire? Je sais pas, on a l'impression qu'aujourd'hui, on vit dans une démocratie où finalement la majorité ne compte pas, seuls les individus comptent. Et il y a une forme d'hyper-narcissisme qui fait que chacun peut avoir un avis sur tout et peut décider lui-même sans que le collectif n'existe plus finalement. Et le pouvoir, l'autorité n'existe plus. On parlait dans les entreprises d'un changement, mais c'est clair qu'aujourd'hui, imposer une mesure semble pratiquement impossible. C'est quand même assez paradoxal. Je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, on n'aurait pas réfléchi plus de quelques semaines. On serait passé au Parlement. On aurait décidé que c'était l'intérêt général de vacciner. On l'aurait rendu obligatoire. Dans une tribune publiée par le journal du dimanche, les numéros 1 du MEDEF et de la CFDT appellent au sursaut vaccinal des salariés. Sont-ils dans leur rôle, Bruno Grandjean? C'est un peu pour vous faire agir à ce que vous disiez là. J'ai l'impression que oui, ils sont dans leur rôle. Bien sûr, oui. Ils rappellent des fondamentaux finalement que l'entreprise doit fonctionner, on doit créer de la richesse. L'argent magique, ça n'existe pas. Et donc, il faut que les vaccins soient diffusés auprès de tous les Français, à part ceux qui auraient des conditions particulières de santé. Mais c'est un petit peu surprenant que ce soit des responsables syndicaux qui substituent à des responsables politiques qui ne semblent plus avoir de prise sur le réel. C'est ça peut-être aussi ce qu'on voit actuellement. Flavien Neuvy, est-ce qu'ils sont dans leur rôle, ces responsables syndicaux, à inciter les salariés à aller se faire vacciner? Je pense que oui. Enfin, en tout cas, j'ai envie de dire que plus il y aura de monde issu d'horizons différents qui appelleront à la vaccination, mieux ce sera. Après, il y aura une partie de la population. Je pense que parmi les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, c'est-à-dire qui n'ont pas encore reçu leur première dose, parce qu'on peut imaginer que ceux qui ont fait leur première dose, c'est qu'ils ont envie d'avoir la deuxième. Mais parmi ceux qui n'ont pas encore été vaccinés, je pense qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les anti-vax purs et durs qui disent « moi, les vaccins, j'en veux pas » etc. Et effectivement, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on fait avec eux. Et puis, il y a une autre partie de la population qui, par négligence ou par insouciance, ou avec l'idée de se dire que le virus était derrière nous, ne se sont pas encore fait vacciner. Donc eux, effectivement, je pense que le ministre de la Santé resserre un peu les taux en leur disant qu'il faut vous faire vacciner maintenant, même si vous êtes en vacances, vous allez vous faire vacciner maintenant, vous n'attendez pas septembre. Après, sur ceux qui sont très hostiles au vaccin... On le savait déjà, dès le début, les premières études montraient bien qu'il y avait une partie importante de la population... Oui, mais il y en a moins. Voilà, qui a diminué petit à petit. C'est-à-dire que plus on vaccine, plus les gens se disent du coup, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tu t'es fait vacciner? Rien, en fait. Oui, j'ai eu un peu mal au bras ou j'ai eu un peu de fièvre, mais globalement, ça va bien. Donc, effectivement, la volonté de se faire vacciner a augmenté. Je pense que l'hypothèse la plus probable, parce que ce sera très difficile de rendre obligatoire, on ne va pas aller chercher les gens chez eux avec un gendarme en leur disant qu'il faut te faire vacciner. L'hypothèse la plus probable, c'est que petit à petit, les taux vont se resserrer et que ceux qui ne sont pas vaccinés ne pourront pas participer à un certain nombre d'événements, aller au stade, dans des concerts, etc., qu'il faudra le pass pour pouvoir rentrer dans ces concerts. Alors aujourd'hui, le pass, concert ou stade ou autre événement important, le pass sanitaire, ça peut être soit la vaccination de doses, soit un test PCR. On peut très bien imaginer que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner n'auront plus le test PCR gratuit. Il n'y a qu'en France qu'il est gratuit, il est payant partout. Donc si vous voulez, je pense qu'à un moment donné, le collectif, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, n'aura pas forcément envie de payer sur le compte de la Sécu des tests PCR pour des gens qui ont envie de vivre comme les autres sans se faire vacciner. Donc je pense que ce sera déjà une première évolution. Alors je ne sais pas si elle aura lieu, mais en tout cas, je pense que les taux vont se resserrer, si vous voulez, et que demain, pouvoir vivre normalement sans être vacciné, ça deviendra de plus en plus compliqué. Bruno Grandjean, Flavien Neuvy parlait tout à l'heure de confinement, de refermeture des commerces. Bon, on n'imagine pas qu'il sera aussi dur de toute façon que ce qu'on a déjà vécu. Est-ce que cette nouvelle vague doit remettre en question aussi peut-être nos réponses, les réponses à donner? Est-ce qu'on doit à chaque fois fermer les commerces? Est-ce qu'on doit à chaque fois confiner? On a appris des différents confinements et finalement on a confiné un peu moins avec plus d'efficacité lors de la deuxième vague. Donc j'espère qu'on continuera cet apprentissage s'il y a une nouvelle vague.
vague et qu'on arrêtera des mesures qui se sont révélées pratiquement inutiles. Enfin, certains commerces avaient été fermés sans qu'on fasse la preuve de l'efficacité. Il y a eu certains protocoles qui n'étaient pas cohérents. Donc il faut espérer en tout cas qu'on apprenne et qu'on anticipe. Il y a sans doute des choses à réfléchir d'ores et déjà, qu'on ait un plan, qu'on ait prévu ce que l'on fera si un scénario de reprise de l'épidémie se confirme pour la rentrée. On n'a pas assez anticipé, Bruno Grandjean ? Je pense qu'on a fait de l'itération. Enfin, on a appris à chaque fois, les masques étaient inutiles, ensuite ils sont devenus indispensables. On a appris et il y a sans doute encore à apprendre et à améliorer l'efficacité d'un plan sanitaire en vue d'une nouvelle vague, de manière à minimiser l'impact économique qui, encore une fois, risque d'être plus important, paradoxalement, parce que le quoi qu'il en coûte ou les marges de manœuvre financières sont sans doute réduites. D'ailleurs, c'est un vrai sujet qui devrait être abordé avec Bruno Le Maire. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on remet en place du chômage partiel ? Est-ce qu'on remet en place des exemptions de charges ? Est-ce qu'on étend le PGE de quelques années supplémentaires ? C'est quelque chose qu'on pourrait déjà traiter de manière à essayer de supprimer la part d'incertain qui est terrible pour un chef d'entreprise. Cette incertitude, cette incapacité à se projeter. Et donc, l'État, je pense, pourrait déjà travailler sur quelques scénarios. Ça peut peut-être faire partie des devoirs de vacances pour le gouvernement. Flavien Devy. Oui, alors, après, cette quatrième vague, d'abord, elle n'est pas certaine. Le pire n'est pas certain. Surtout si on s'y prend maintenant, surtout si on tire des sonnettes d'alarme en disant attention, soyez prudents. Mais si quatrième vague il y a, elle sera peut-être pas aussi haute que les précédentes, parce qu'on a quand même du monde qui est vacciné. On a beaucoup de gens qui sont tombés malades quand même, y compris des personnes qui n'ont présenté aucun symptôme et qui donc du coup ne savent pas qu'ils sont tombés malades, mais qui ont quand même des anticorps. Donc on peut quand même espérer que d'une part, il y aura un nombre de malades moins important que sur les précédentes vagues, et que d'autre part, ceux qui tomberont quand même malades seront moins gravement malades et iront moins engorger les services de réanimation, parce que c'était ça l'objectif, c'était de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec 7000 personnes en réa, parce que notre système hospitalier ne peut plus le supporter, ça. Donc voilà, on avance quand même, il faut garder un petit peu d'optimisme. C'est vrai qu'on a envie, les Français sont en vacances, on a envie de vivre et de reconsommer comme avant, si je puis dire. Mais quand même, on vaccine, on a beaucoup vacciné, il faut continuer, il ne faut pas relâcher l'effort. Mais bon, le pire n'est pas certain non plus, quoi. Il y a les hospitalisations et puis il y a aussi l'économie, parce que voilà, l'impact, comme le disait Bruno Grandjean, l'impact peut être là, économiquement en tout cas. Il peut y avoir moins de monde dans les hôpitaux, mais l'impact économique peut être là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, il faut repenser les aides, il faut continuer à perfuser, à donner du chômage partiel, à donner des aides aux entreprises. On verra ce que retiendra l'histoire des mesures, des décisions qui ont été prises en France, parce que les pays n'ont pas fait les mêmes choix, d'ailleurs. Mais nous, en France, c'était le quoi qu'il en coûte. L'idée, c'était de préserver nos entreprises, le tissu productif, industriel et économique, aussi longtemps que la pandémie serait là, et donc être prêt pour la reprise. C'est un choix qui, à mon avis, sera payant, puisqu'on voit que l'économie repart et qu'elle repart tellement fort, d'ailleurs, qu'on a du mal à répondre à toutes les demandes et à tous les besoins. Et donc, je pense qu'effectivement, si on devrait être confronté à une nouvelle vague, il faudrait certainement remettre de nouveau des mesures de soutien aux entreprises avec les différents outils qui ont été mis en place, le PGE, le chômage partiel, etc. On l'a fait, je pense qu'il faudrait le refaire, mais ça supposerait quand même qu'on ait une quatrième vague qui soit déjà d'une certaine hauteur, parce que si c'est un rebond qui reste un rebond sous contrôle, si je puis dire, sans avoir une augmentation vertigineuse des hospitalisations puis des services de réanimation, je pense que ce serait gérable sans pour autant prendre des mesures drastiques de fermeture de l'économie, parce que l'objectif, évidemment, c'est quand même difficile pour les pouvoirs publics. Il faut prendre des mesures qui permettent de limiter la propagation du virus tout en limitant la casse sur le plan économique. Donc le chemin de crête, il est quand même assez étroit, et voilà, et ça évolue évidemment en fonction de l'épidémie. Si après on a un variant qui est encore plus contagieux que le Delta, plus dangereux que le Delta, qui résiste au virus, alors là évidemment on rentre au virus, qui résiste au vaccin, là on rentre dans un autre truc dont on ne maîtrise pas la suite, mais on n'en est pas là, on est pour l'instant sur le variant Delta. Là encore, Bruno Grandjean, les entreprises, que peuvent-elles faire elles aussi peut-être pour limiter la casse ? La grande question, c'est de savoir si on doit pousser le vaccin au sein de l'entreprise, si on doit accompagner, si on doit même... pourquoi pas, je ne pense pas que ce soit légal, mais le rendre pratiquement obligatoire au sein d'une entreprise qui est un collectif qui doit fonctionner et donc où certaines règles doivent s'appliquer. Je pense que ça, c'est une vraie réflexion
Et puis, les règles de distanciation sociale, etc., ça ne suffit plus. Les masques, on est calé, ça je dirais, là-dessus. Dans les entreprises, on a réorganisé tous les protocoles sanitaires. D'ailleurs, il n'y a pas eu de propagation au sein des entreprises, je pense, et surtout pas dans l'industrie, où généralement il y a de la place, où il y a de l'espace dans les ateliers. Et donc, je pense qu'on est relativement prêt dans les entreprises d'un point de vue protocole sanitaire. Là où on est moins prêt, c'est sur l'endettement, qui est tout de même à des niveaux élevés, même si net de trésorerie, c'est moins préoccupant, mais tout de même, je pense que les entreprises sont affaiblies et qu'il y a un risque qu'une énième affaibli par les PGE, par exemple, par le fait elles se sont endettées, les entreprises. Je prends le cas des services ressources humaines. Ils ont été en première ligne dans toute cette bataille contre aménager les postes de travail, motiver, mobiliser les collaborateurs, réorganiser la façon de travailler. Et donc, il y a une forme d'usure, je pense quand même. Il y a une forme d'usure des directions, du management, une forme de lassitude qui risque de dégrader la productivité. Les protocoles un manque de vision sanitaires, aussi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, et puis à la fin, on va finir par se dire, mais écoutez, si on est payé, on revient un peu au premier sujet, si on est payé de la même façon. Moi, je pense qu'il faut faire une comparaison avec le système de soins, l'aspect économique. On doit souffrir un petit peu quand on a une crise, de manière à ce qu'on ait envie d'en sortir. Si on vous maintient totalement votre pouvoir d'achat, mais vous vous installez finalement pour certaines personnes, on a entendu parler de situations où finalement on gagnait pratiquement autant qu'avant la crise. Il y a même quelques entrepreneurs qui s'en sont bien sortis, si j'ai bien compris, dans certains secteurs que je ne vais pas citer. Mais donc on s'installe finalement dans une économie de crise où l'État, par la dette, compense. Mais ce système, il aura une fin. Il aura une fin notamment lorsque nos partenaires européens décideront de ne plus le financer. Le pouvoir d'achat par ménage a augmenté l'an dernier. C'est quand même incroyable, enfin tant mieux. Mais l'épargne est à son maximum. Oui, le pouvoir d'achat des ménages a augmenté de 0,4%, et cette année, l'INSEE vient de sortir ses prévisions, c'est plus 1,8% qui est attendu, ce qui est tout à fait important. Donc effectivement, c'est financé par la dette, tout ça, parce que voilà, c'est le quoi qu'il en coûte. Donc tant mieux pour les ménages qui, globalement, ont accumulé environ 150 milliards d'euros d'épargne forcée, parce que quand les magasins, quand tout est fermé, vous ne pouvez pas consommer comme d'habitude, plutôt concentré quand même sur les hauts revenus. Donc il y a encore une réserve d'argent disponible pour la consommation, mais ce que vous dites est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, ça ne peut pas être éternel, ça. Et pour autant, la difficulté, je crois, à la fois pour les économistes, mais aussi pour les pouvoirs, pour les politiques, c'est à un moment donné de dire aux gens et d'expliquer pourquoi ce qui a été possible pendant des mois ne le serait pas demain. Après tout, vous nous avez dit qu'on ne pouvait pas s'endetter, on s'endette, les taux d'intérêt n'augmentent pas, c'est formidable, il n'y a qu'à fabriquer de la monnaie en fait. Il suffit d'imprimer des billets de banque. La sortie de l'argent magique, c'est terrible. C'est comme un patch à la morphine là, qu'on s'est mis. Il va falloir l'enlever et ça sera très très dur, surtout si on n'a pas le courage de l'expliquer, de faire de la pédagogie. Et donc c'est sans doute l'enjeu de la prochaine présidentielle ou des prochains mois, c'est d'expliquer que l'argent, pour reprendre une expression anglo-saxonne, ne pousse pas sur les arbres. Voilà, donc il faut réhabiliter le travail et faire en sorte de s'adapter à cette nouvelle situation économique. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. On termine cette émission par l'after. Plusieurs sujets nous intéressent ce soir. D'abord, des chefs d'entreprise, Éric Bompard, Jean-Pierre Farandou, Xavier Niel. Plus de 100 dirigeants d'entreprises françaises s'engagent dans le mentorat. Ils signent une tribune pour soutenir le dispositif Un jeune, un mentor, lancé par le ministère du Travail, et s'engagent à accorder un peu de temps chaque mois pour échanger avec un jeune, leur donner des conseils sur les études ou dans l'accès à l'emploi. Que peut apporter ce dispositif à une formation traditionnelle, Bruno Grandjean ? Vous qui êtes chef d'entreprise. C'est une très bonne démarche. C'est bien que de se rapprocher des jeunes, essayer de leur mettre le pied à l'étrier, de les lancer. C'est une très bonne démarche. Moi, ce qui me gêne toujours un petit peu, c'est cette exhibition de bons sentiments. Je dois bien avouer que c'est quelque chose qui ne correspond pas à mes valeurs. Je pense que c'est assez américain, d'ailleurs. Les élites doivent démontrer leur contribution au bien commun. C'est une forme d'américanisation. Et puis, c'est un moyen de se mettre en valeur dans le JDD. Mais donc, voilà, je suis un petit peu critique là-dessus, mais ceci étant, la démarche est excellente. La démarche est excellente, mais je crois que ce sera encore mieux qu'on ait des apprentis qui puissent gravir des échelons dans ces entreprises, par exemple, des futurs, des jeunes qui ont démarré et qui gravissent les échelons. Ça, ce serait sans doute encore plus efficace, montrer qu'il n'y a pas de formation qui ne puisse pas déboucher sur des emplois très qualifiés dans ces entreprises, qu'il n'y a pas de plafond de verre. Le démontrer concrètement, ce serait encore plus efficace. Flavien Neuvy, Bruno
Grandjean le dit, hein, le mentorat, c'est plutôt de culture américaine, c'est pas vraiment la culture française. On s'américanise? Un petit peu, oui. Oui. Un petit peu. Alors, bien sûr, il y a un aspect communication, voilà, une prise de parole. En même temps, l'objectif, c'est de sensibiliser autour de ce sujet. Donc, c'est de donner une impulsion, de donner un peu l'exemple, si je puis dire, en disant, regardez, nous sommes dirigeants de grandes entreprises et nous pensons que c'est bien. Donc, c'est une incitation pour tous les chefs d'entreprise à faire de même. Oui, ça s'inscrit dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité à intégrer les jeunes et à les aider, à les accompagner, alors que c'est compliqué pour eux. Moi, c'est juste une remarque très, très personnelle comme ça. J'aurais bien aimé que les grandes entreprises aient pu agir au moment où les étudiants étaient en grande difficulté. Par exemple, s'il y avait une mobilisation générale de toutes les grandes entreprises en disant notre jeunesse est en danger, ils ne peuvent pas travailler parce que tous les commerces sont fermés, donc du coup leur petit boulot qui leur permettent de payer leurs études, etc., et puis de manger tout simplement. C'est pas acceptable. C'est notre jeunesse, c'est notre avenir. On va agir pour eux ponctuellement. Je pense que là, pour le coup, ça aurait été quelque chose de... Bruno Grandjean, vous êtes d'accord avec ça? C'est une belle initiative, mais elles auraient pu faire plus, ces grandes entreprises, un peu tard. Et puis, je crois qu'on montre tous l'exemple, mais il y a la seule véritable générosité, elle est discrète. Moi, je crois beaucoup à ça. Et avoir proposer des stages, des alternances à des jeunes malgré le Covid, malgré la crise sanitaire. Beaucoup d'entreprises l'ont fait et d'ailleurs on l'a fait même ici, je peux en témoigner. Donc ça c'est quelque chose de très vertueux, de montrer qu'on a tous été stagiaires, on a tous eu une période où on cherchait sa voie et les entreprises ont continué d'une manière générale. Je crois que ça s'est fait dans beaucoup d'entreprises, on n'a pas arrêté de prendre des stagiaires, de prendre des alternants. Ça c'est quelque chose d'assez remarquable, je crois, du monde de l'entreprise, mais c'est encore plus remarquable quand on n'en fait pas une politique de communication. Un dernier mot peut-être, parce qu'on parle beaucoup des entreprises, je voudrais quand même dire que l'État, au sens large, doit aussi montrer l'exemple. Parce qu'on a quand même 5,5 millions de fonctionnaires en France, il y a les collectivités territoriales, la fonction publique territoriale, les mairies, les départements, etc. Alors ce ne sont pas des alternants, mais ce sont des contrats effectivement d'apprentissage aussi, et les collectivités territoriales ont aussi leur rôle à jouer en la matière. Ce n'est pas que les entreprises. Autre sujet que nous voulions aborder, LVMH qui menace de ne plus exporter de champagne en Russie. Voilà la réponse du géant du luxe français à une disposition russe qui prévoyait que seuls les vins effervescents provenant de Russie pourraient utiliser le mot champagne, alors que le véritable champagne français devrait lui prendre l'appellation vin pétillant. Est-ce une mesure d'ordre symbolique selon vous de la part du groupe français, Bruno Grandjean? Je crois que c'est vraiment le petit jeu géopolitique là, qui rattrape le champagne. Le champagne, ça restera français, ça ne peut pas être autre chose que français. Et même si Vladimir Poutine change ou essaye d'imposer des règles, je crois que ça ne changera pas grand-chose. Et les Russes continueront à boire du vin pétillant français issu de Champagne. Pourquoi c'est important, selon vous, de protéger cette appellation Champagne, Bruno Grandjean? Je pense qu'elle n'a pas vraiment besoin d'être protégée. Je pense qu'elle est porteuse de l'identité française. Elle est porteuse de beaucoup de symboles. D'ailleurs, le champagne a été développé souvent par des marchands allemands aussi. Elle a été exportée. Beaucoup de noms de champagne sont des noms d'origine germanique. Parce que l'exportation s'est fait très tôt sur ce produit. C'est un des domaines d'excellence de la France, avec une symbolique, avec un marketing, c'est un produit absolument incroyable. En plus d'être bon, et il a ce bouchon si particulier, il a cette forme si particulière, il y a tout un imaginaire autour du champagne, et donc je pense que Vladimir Poutine ne sera pas à la hauteur et qu'il ne pourra rien faire pour abîmer ce fleuron de la gastronomie et de la culture française. Moi, je suis assez confiant. C'est bien au-delà de ce que peut faire Vladimir Poutine. Flavien Neville, Vladimir Poutine ne sera pas à la hauteur. Moi, parce que si on touche au champagne, si vous voulez, en France, c'est quand même c'est inquiétant. Je veux dire, le champagne, c'est pas rien, mais plus largement, en fait, c'est la protection de nos marques, de nos savoir-faire, qui est un enjeu tout à fait considérable, parce que la contrefaçon, parce que là, on parle d'un sujet qui est sur la place publique, si vous voulez, mes enjeux de contrefaçon pour les entreprises, c'est tout à fait considérable. Si on parle de LVMH, le nombre de produits qui sont fabriqués dans différents pays, qui sont des produits de contrefaçon, c'est tout à fait majeur. Donc, oui, c'est pas si facile de protéger une appellation non plus. C'est très compliqué, mais c'est très important parce que ça fait partie des actifs de la France. On a notamment dans tout ce qui touche à l'agroalimentaire, parce qu'on a les vins, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de produits dans l'agroalimentaire qui font partie de nos actifs. Et donc, du coup, oui, c'est un enjeu très important. Donc, on va voir ce qui se passe. Ce sera intéressant de voir ça. Oui, Bruno Grandjean. Juste un mot. Je pense que c'est aussi une reconnaissance, la contrefaçon. Et c'est une reconnaissance de la qualité des produits français, de leur image, et finalement, certaines marques de luxe, d'ailleurs, n'ont pas véritablement de problème de contrefaçon parce que les consommateurs
lecteurs qui s'informent savent très bien que l'original sera toujours préférable à la copie. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce soir. Flavien Neuvy, je le rappelle, vous êtes directeur de l'Observatoire 7LM. Merci d'avoir été avec nous. Et Bruno Grandjean, président du directeur de Redex. Merci également. Nous, on se retrouve demain, bien sûr, même heure pour un nouveau Late & Smart. Bonne soirée à tous sur Bismart.